On n'en a rien à secouer de l'armement. On n'en a rien à branler, excusez-moi. La société russe a commencé encore une fois par Wagner. Ne se pose pas de question de tir de sommation ou autre chose. Les mecs, ils avancent à coups de canon, ils tirent, ils tuent. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais aujourd'hui, et là je vais mettre les pieds certainement dans quelque chose qui va me valoir quelques critiques, mais j'en ai un peu rien à foutre. Je préfère passer une nuit avec une péripatéticienne qu'avec un mec de la politique, parce que moi je m'amuserais plus. Bonjour à tous. Pour notre vidéo du jour, on s'est dit que ce serait intéressant de mettre des jeunes étudiants en géopolitique face à un expert en géopolitique. Dans cette vidéo, vous le verrez, on va aborder un sujet assez technique, à savoir les ESSD. Il s'agit de milices militaires privées commandées soit par des entreprises, soit par des États. Et justement, Christophe Rento a été à la tête de l'une d'entre elles. Dans cette vidéo, on va donc aborder ce sujet en profondeur et essayer de comprendre les ressorts de géopolitique mondiale associés à ce sujet. Est-ce que des États doivent continuer d'avoir leur propre armée? Quel intérêt y a-t-il à avoir recours à des milices privées? Et à quel point cette nouvelle façon de faire la guerre peut changer le monde? Dites-nous ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo. Alors, je vais commencer avec une première question. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Je pense que pour nous, c'est de parler avec un expert des relations internationales et avoir un point de vue sur les questions qu'on se pose pour comprendre le monde qui nous entoure. Oui, aussi, pour moi, c'est une chance d'être ici pour pouvoir discuter d'aspects méconnus des relations internationales, notre sujet d'étude, et de pouvoir aussi se soumettre à une nouvelle expérience. On va pas se mentir, quand même, c'est une nouvelle expérience pour nous. Et puis voilà, passer un bon moment aussi. Eh bien, merci, j'espère que je serai à la hauteur du bon moment déjà. En ce qui me concerne, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est parce que, comment dirais-je, on va pas cirer les pentes du crayon, d'autant qu'on fait une émission en chaussettes, mais parce que vous êtes des gens qui aujourd'hui débroussaillent un certain nombre de sujets, avec des éléments audibles, avec une sémantique intéressante qui fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'entre nous, que ce soit jeunes ou moins jeunes, puissent avoir accès à des sujets pour lesquels ils ne s'intéresseraient pas nécessairement. Christophe Rento, conseiller géopolitique, écrivain et aventurier à 16 heures. D'autres diront même barbouze pour l'interrogation. En tout cas, ici pour vous servir et répondre à vos questions aujourd'hui. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui vont non pas vers la banalisation, mais vers l'explication pédagogique de sujets tels que ceux que nous allons évoquer aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté. La deuxième des choses, effectivement, j'ai eu vent du cursus qui était le vôtre. Et je me dis que pour ne pas se tromper, pour ne pas rester éternellement un vieux con, il faut savoir aussi ce que disent les jeunes qui apprennent, qui évoluent et qui aujourd'hui montrent le chemin à des gens qui pourraient se scléroser s'ils n'étaient pas ouverts vers le monde extérieur et sur les gens qui nous poussent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement votre parcours? Mon parcours, eh bien mon parcours il est simple, des études de droit, notamment aux États-Unis. Ensuite, je suis parti jouer au rugby en Afrique du Sud parce que depuis ma tendre enfance, le rugby a toujours un peu bercé ma vie. Je suis parti jouer au rugby en Afrique du Sud. Puis en Afrique du Sud, j'ai monté des structures économiques, des entreprises, dont Nuit sans escale, vol de nuit. Et puis, au fur et à mesure, je me suis, comment dirais-je, je me suis rendu disponible à un certain nombre de gens, notamment de la géopolitique en Afrique du Sud. À l'époque, on ne va pas cacher les choses, où il y avait un certain nombre de gens qu'on appelle pour certains les corsaires de la République, qui avaient base arrière en Afrique du Sud. J'ai rencontré certains d'entre eux, dont un monsieur qui s'appelle Bob Denard, qui est mort en 2007, qui était, à mon sens, quelqu'un d'exceptionnel, qui a toujours servi la France. On le dépeint toujours comme un chien de guerre, mais c'est une autre histoire, c'est quelqu'un qui a toujours servi la France. Et puis au fur et à mesure, j'ai évolué dans des relations internationales. Je me suis spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Puis par la suite, j'étais conseiller d'un certain nombre de députés, ministres, présidents, soit en Afrique centrale ou en Afrique australe. Voilà à peu près. Et puis aujourd'hui, j'ai écrit un livre récemment qui prochainement risque d'être mis à l'écran sous forme de série. Et puis voilà, je vis sur la sortie du mandat d'arrêt international dont on parlera certainement tout à l'heure. Et j'essaie de faire, à l'instar de ce qu'on va faire aujourd'hui, partager à la fois mon expérience et puis de voir quelle est la place de la France aujourd'hui dans notre monde international. C'est quoi les solutions de défense qu'apportent les ESSD?
en général? Des solutions de défense. Parce que vous travaillez avec des clients, parce que c'est comme ça qu'on bien sûr. parle, mais qu'est-ce que vous leur offrez? Qu'est-ce que les ESSD de manière générale, pas vous en particulier, ma question n'est pas vous forcément en particulier, mais de votre vécu, quelles sont les solutions de défense? Les solutions, elles sont les suivantes. Vous avez un industriel qui veut s'installer aujourd'hui, prenons le cas en Mauritanie, dans le nord de la Mauritanie, pour y installer une usine électrique qui va fournir l'électricité à la 4e ou 5e mine de fer du monde, par exemple, au hasard, qui s'appelle Gelbe 2, tout au hasard. Vous êtes dans une zone rouge, déclassée par exemple aux affaires étrangères en zone orange, parce qu'il y a un tel débouché économique qu'on ne peut pas le mettre en zone rouge, puisque c'est la première société nationale industrielle mauritanienne de Mauritanie qui exploite toutes ces mines, et que si on les met en zone rouge, on étouffe le pays. Alors, on fait venir des industriels occidentaux, on déclasse en zone orange, et on demande bien évidemment à des gens qui aujourd'hui se portent caution de la sécurité des industriels de venir encadrer le dispositif. Parce que encadrer sécuritairement le dispositif de vos clients. Okay. Puisque vous avez aujourd'hui des gens qui vont travailler 6 mois, 1 an sur un dispositif industriel en plein désert. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est qui voisin du Mali, que la Mauritanie accueille aussi un certain nombre d'islamistes radicaux, que ce soit le Moujao, que ce soit Daesh, etc. Donc aujourd'hui, vous savez que depuis les attentats de Karachi, chaque entreprise est responsable de ce qu'il arrive, pénalement de ce qu'il arrive à ses employés à l'étranger. Donc, on peut parler du transfert de responsabilité, puisque vous engagez des gens, non pas pour vous soustraire à votre propre responsabilité de chef d'entreprise, mais tout au moins pour transférer une partie de votre responsabilité de sécurité sur des entreprises qui sont spécialisées dans le domaine. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième des choses, et la plus importante, qui devrait être la première, c'est que ces entreprises-là ont aujourd'hui le background, le nécessaire pour sécuriser vos employés. Nécessaire. Pardon ? Nécessaire, c'est-à-dire... Eh bien déjà, la première des choses, on s'attend toujours... J'imagine bien que vous aimeriez me voir venir sur l'armement. Mais, pas forcément, le renseignement, la logistique... Oui, j'y viens. Par exemple, le renseignement, c'est la première des choses dans le métier de la sécurité. Parce que si demain, vous êtes dans l'attente de belligérants venant vers vous pour kidnapper des gens que vous avez à des clients, ou les exécuter, ou les blesser, ou que sais-je encore, en tout cas porter atteinte physiquement ou moralement, la première des choses, c'est d'avoir de l'avance sur ces gens-là. Pour avoir de l'avance, il faut avoir du renseignement. C'est la clé de tout. Le renseignement, c'est... ça peut être... le renseignement, les relations avec des forces françaises, qu'elles soient l'ambassade, des choses comme ça. Bon, en règle générale, j'évite l'ambassade. Moins on a besoin d'eux, mieux ça se passe. Mais ça peut être les autorités sur place, le commandement militaire avec qui vous avez tissé de bonnes relations, les gens sur zone, par exemple, quand je suis en Mauritanie, moi je passe mes nuits à discuter avec des gens qui sont devenus pour la plupart des amis, les Sahraouis. Ces gens... humain. Pardon ? Donc le renseignement humain. Le renseignement humain, moi je crois beaucoup au renseignement humain. Alors on a tout ce qui est technique, bien évidemment, après, qui va des écoutes, des drones jusqu'aux satellites. Mais le renseignement humain est quelque chose d'extrêmement important. Il m'est arrivé d'éviter de faire prendre des risques à des clients parce que la veille au soir, des gens m'avaient dit « Christophe, je sais qu'une Katiba, qui est une caravane... » Un régiment terroriste. Tout à fait. Pas toujours terroriste, d'ailleurs. Hein. Mais on m'avait dit, voilà, ils sont en train de fondre sur l'objectif, ils arrivent de l'Azawad, ils seront après-demain vers vous. On trie, on croise, on vérifie, et puis on en arrive à déjouer ce genre de choses. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le matériel de la communication et l'évacuation. Aujourd'hui, vous avez le renseignement, vous avez le matériel de communication, vous avez une deuxième vague ou une troisième vague, une deuxième vague qui est sur la capitale, qui s'occupe ou des rapatriements sanitaires, des évacuations sanitaires, ou des gens qui sont là pour les exfiltrations. Bon, qui viennent chercher, qui viennent au contact et qui emmènent à la fois vos clients et vous-même. Et voilà, c'est extrêmement basique, mais c'est extrêmement millimétré quelque part.
Donc vous considérez que ces ESSD en matière de sécurité, elles sont absolument nécessaires? Bah, évidemment qu'elles sont nécessaires. Et en comparaison aux forces qui soient publiques, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se servir plus du public que du privé? Autant que je sache, les entreprises, le public n'est pas là pour venir au secours des entreprises privées. Sans quoi, qui d'entre nous pourrait se voir refuser ce genre de structure s'il était dans le besoin? Et puis quand bien même une famille d'un gros industriel, comme ça s'est vu déjà dernièrement, demande l'accès au SPHP pour partir en vacances dans un pays africain, il y a un moment, il faut aussi avoir des règles de bon sens. Moi, je suis pour une contractualisation entre des entreprises privées extrêmement aguerries et une délégation d'État. Mmh. Et vous avez parlé du matériel, parce que moi, je suis quand même étonné. C'est très général. Moi, quand je vois les ESSD, je vois Blood Diamond. Vous connaissez le film Blood Diamond? Ça me dit quelque chose, une histoire avec des diamants, non? Voilà, c'est ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais plus surtout, vous avez quand même vécu en Afrique du Sud, qui est quand même le berceau de Executive Outcomes. J'ai vécu aussi en Sierra Leone, pour tout vous dire, où j'ai eu une entreprise de diamants. Ok. Et moi, ma question, c'est comment, par exemple, tout ce matériel militaire, quand même de qualité militaire, comment une entreprise privée peut avoir accès, par exemple, je sais pas, à des Mi-17, par exemple des hélicoptères russes, des Mi-24, quand même des équipements quand même d'armée, enfin de la cavalerie aérienne. Comment une entreprise privée peut quand même mettre la main sur des matériels aussi létaux? Posez la question à Wagner, ils font que ça. Ils ont même un établissement à Saint-Pétersbourg maintenant. Je la pose à vous. Moi, je ne sais pas, aujourd'hui, j'ai pas de MI chez moi. J'en ai utilisé, mais j'en ai pas chez moi. Simplement, il y a une chose, il ne faut pas vous y tromper. C'est qu'aujourd'hui, on tolère, par exemple, à l'Est, des choses qu'on ose à peine évoquer du bout des lèvres en France. On est aujourd'hui pétri, on est aujourd'hui pétri de bonnes intentions. On est aujourd'hui complètement sclérosé par notre histoire. On est dans la culpabilité, etc. Et ça nous empêche de venir au-delà de populations qui ont des problèmes en Afrique. Aujourd'hui, on se dégage de tout, on laisse faire des gens, on parlait de matériel de MI, etc. Mais en 2018, si vous avez suivi un petit peu mon parcours, en 2018, j'étais le premier à dénoncer auprès des autorités françaises l'arrivée des hélicoptères de combat, l'arrivée des bitubes, l'arrivée de tout le matériel militaire sur le sol centrafricain à Bangui, via le Cameroun, etc. Et là, on avait véritablement du matériel de guerre, et l'objectif était de sécuriser la Centrafrique, mais que nenni, l'objectif était de faire dégager les populations sur les zones minières où la société Wagner et son patron Prigojine voulaient mettre la main sur le foncier, avec l'accord du président de la République qui touchait une certaine somme par mois, le président Touadéra en Centrafrique, et qui laissait son pays se faire dépecer. La véritable problématique géopolitique, elle est là, on n'en a rien à secouer de l'armement. On n'en a rien à branler, excusez-moi. Mais comment vous l'achetez? Comment on l'achète? Comment on a, par exemple, les troupes d'entretien de ces équipements, les pilotes? Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas une valeur morale. C'est juste, par exemple, moi, je vois ça des relations internationales. Bon, il s'avère que l'armement, les flux d'armement, voilà, on apprend, voilà, on sait que c'est très contrôlé. Moi, ma question, c'est comment... Très contrôlé l'armement? En Europe, oui. Allez voir dans les cités en France si c'est très contrôlé l'armement. Pas dire des conneries comme ça. Non, mais moi, je vous demande les ESSD sur le terrain. Comment vous avez accès... C'est quoi le terrain? Quelle est votre définition du terrain? Sur là où vous travaillez avec vos clients. Là, on travaille avec nos clients. Le premier armement que vous trouvez, qui n'est pas celle des ESSD, c'est l'armement de Daesh. Ok? L'armement de Daesh, il vient d'où? Il peut venir d'Arabie Saoudite. Il peut venir... tiens, je sais pas, du Qatar. Non, ils sont plus dans les ballons de foot en ce moment. Mais l'armement peut venir de partout. Il peut venir de Russie. Les Russes peuvent aujourd'hui fournir les islamistes pour mieux les combattre demain. Très souvent. On l'a vu au Burkina Faso il y a encore très très peu de temps. Donc aujourd'hui, l'armement, c'est vraiment pas un problème. Bon, c'est vrai que les gros problèmes aujourd'hui, en France et partout, on fait passer la Kalachnikov de 1 000 € à 3 000 €. Bon, la fluctuation, le pétrole, tout fluctue, l'armement aussi, voilà. C'est pas le problème de mettre la main dessus, c'est le problème de l'acheter. Et malheureusement... Et les ESSD, est-ce qu'ils ne servent pas, la question qui me vient naturellement, c'est est-ce qu'ils ne servent pas les intérêts aussi des pays dont elles sont issues?
Et justement, est-ce que l'État français a bien raison de se dire bon, c'est une société privée qui va sécuriser ce site-là, ça m'arrange, comme c'est Total, ça va servir mes intérêts, mais c'est pas l'État français parce que de toute façon, on va pas demander aux Français d'aller sécuriser ça. Alors ça, c'est une... Comme Wagner avec la Russie, par exemple. Voilà. Alors, Est-ce que indépendant veut dire neutre? C'est ça la question. est-ce que indépendant veut dire neutre? Ça dépend de qui on parle. Parce qu'il y a des gens dont la neutralité et l'indépendance se font bon ménage, et il y en a d'autres pour lesquels c'est complètement... On peut opérer un distinguo. Si, par exemple, on va parler très précisément, si s'agissant de Wagner, on peut parler ni de neutralité ni d'indépendance. Vous savez, c'est un grand poncif maintenant que Yevgeny Prigojine, appelé aussi le cuisinier de Poutine, qui m'en veut beaucoup puisqu'il m'avait mis sur sa liste des gens à abattre. Yevgeny Prigojine est aux ordres de Poutine. Faut être très clair. Aujourd'hui, Yevgeny Prigojine, c'est une fortune incroyable, que ce soit dans les médias, que ce soit dans l'armement, que ce soit dans ce qu'on appelle les sociétés de défense. Moi, j'aime mieux appeler ça société de défense, mais on a raison d'employer les termes adéquats. Mais aujourd'hui, si on parle de Wagner, il n'y a ni indépendance ni neutralité. L'objectif de Wagner aujourd'hui, c'est d'aller prendre les terres rares, c'est d'aller prendre les terres diamantifères, aurifères, etc. Toute l'Afrique, pétrolifère ou pétrolière. Et ils avancent avec leur armée. En fait, ils vendent une sécurisation au pays et au président. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a quelquefois une instabilité chronique en Afrique. Les Russes aujourd'hui leur disent « les Français vous ont abandonné », sans quoi ils ont pas tout à fait faux, mais bon, pour d'autres raisons. Et les Russes disent « nous, on vous maintient en place », tant et si bien même que si vous avez suivi l'activité centrafricaine, ils ont mis en tête au président centrafricain de modifier la constitution comme ils ont pu le faire à Moscou, de telle sorte à ce que le président se succède à lui-même. Et elles disent on vous protège et tant que vous êtes là, nous on vient puiser les ressources de votre sous-sol. Et ils avancent militairement, ils mettent dehors, ils évacuent les populations civiles. Hein, et puis bien évidemment, il y a deux façons d'évacuer les populations civiles. En leur donnant des groupes électrogènes, un peu de nourriture, etc., en leur disant allez vous mettre 3 lopins de terre plus loin. Imaginez que ce genre de choses en France, je sais pas quelle tête feraient les gens. Ou alors, si les gens ne veulent pas, et ce qui me paraît on ne peut plus légitime, eh bien c'est à coup c'est à coup d'armement, de canon. Moi, j'ai vu dans le nord de la Centrafrique des images qui m'ont été renvoyées par mes gars, des gens qui n'avaient pas accepté le diktat des Russes et qui étaient enterrés en quinconce jusqu'au cou. Et les gars passaient avec des 4x4, les Russes passaient avec des 4x4, et le premier qui écrasait une tête payait l'apéritif le soir. C'est ça aujourd'hui dont on parle. Donc les SMP, sociétés de défense, qu'elles soient russes et qu'elles soient occidentales, on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Et quand vous parlez on parlait par exemple d'Amarante tout à l'heure au Dios, pas la même déontologie, et tant mieux du reste, et tant mieux. Donc vous pensez qu'il y a une différence de méthode entre les ESSD qui soient russes, chinoises, occidentales ou autres? Il y a une réelle différence de méthode et de neutralité? Avant la différence de méthode, il y a une différence de morale. Et la morale, c'est ce qui met en œuvre souvent les méthodes de fonctionnement derrière. Et donc oui, je ne peux que dire oui à votre question. Oui, il y a une très grosse différence. Il y a le permis de tuer d'un côté et pas de l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, les sociétés russes, à commencer encore une fois par Wagner, ne se posent pas de question de tir de sommation ou autre chose. Les mecs, ils avancent à coups de canon, ils tirent, ils tuent. Si vous regardez le nombre de gens qui ont été tués, pas loin de 4600 personnes entre la Centrafrique, le Tchad et le Burkina ces 2 dernières années. Ça ne laisse pas l'ombre d'un doute sur la façon dont ils fonctionnent. L'humanité est reliée très 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 loin. Et quelle est la différence intrinsèque entre les méthodes de Wagner? Parce que, encore une fois, ce n'est pas une question de morale. Vous l'avez compris, c'est juste pour essayer de mieux comprendre les ESSD dans leur climat général. Il y a quand même eu en Irak, avec la fameuse Blackwater devenue Academy, ouais, des cas d'exaction aussi. Par exemple, il y a des cas d'exaction entre guillemets partout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est rentrer vraiment dans la profondeur de qu'est-ce qui différencie Wagner, par exemple, de The Academy aux États-Unis,
En France, on a compris que c'était complètement différent. Et par exemple, je ne sais pas, une puissance montante dans le domaine des ESSD, des SMP, donc les sociétés militaires privées, tout ça c'est la même chose, c'est juste le même terme pour qualifier la même chose, pour que tout le monde comprenne. C'est la Chine. Par exemple, la Chine a de plus en plus de SMP sur le terrain. Par exemple, c'est quoi la différence intrinsèque entre, par exemple, vous prenez The Academy, Wagner et, je n'en connais pas encore parce qu'elles ne sont pas encore extrêmement développées, mais par exemple les ESSD chinoises. C'est quoi la différence pour vous? La différence alors entre, par exemple, The Academy, pour reprendre vos propos, et Wagner, il y en a une qui a évolué, qui était effectivement Tactical Blackwater, mais c'est la différence entre l'école de Dick Cheney et celle de Yevgeny Prigogine, c'est tout. C'est deux personnes qui font le même métier pour essayer d'amasser, comment dirais-je, la même quantité de pognon d'or pour l'oncle Sam ou pour l'ours, c'est tout. Je crois qu'on est quand même suffisamment, et vous l'êtes de par vos études, ouvert à ce genre de choses pour vous dire qu'aujourd'hui, hormis la politique, les lustres de la République et tout, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Aujourd'hui, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire de pognon, c'est une histoire de planter son drapeau. Bon, nous, la France, on échappe un peu à ce genre de choses-là. On n'a pas compris qu'à un moment, on pouvait à la fois être humaniste et aider le développement et la coopération sur zone. On pense qu'à partir du moment où on est sur zone, tellement on était dans la peau des colonisateurs avant, de toute façon, on va se faire flinguer parce qu'on est les affreux d'avant. Mais les affreux de maintenant, c'est 10 fois les affreux d'avant, faut le savoir. Et donc aujourd'hui, entre Dick Cheney, les États-Unis, enfin, entre The Academy maintenant, les Russes, Wagner, la différence, elle est juste, non pas dans la finalité, mais dans la brutalité. Parce que Wagner est véritablement brutal. Et vous parliez tout à l'heure de ce qui avait été commis en Irak à l'époque. Je pense notamment à Fallujah ou des choses comme ça, on est bien d'accord. Mais moi, je vais être très clair. On parle des SMP. Mais aujourd'hui, et là, je vais mettre les pieds certainement dans quelque chose qui va me valoir quelques critiques, mais j'en ai un peu rien à foutre. Aujourd'hui, je dis qu'à cette époque-là, pardon, mais qu'est-ce qu'on est allé l'emmerder, Saddam Hussein? C'était le patron du parti Baas. Alors, soit c'était un peu costaud, la façon dont il tenait son pays, etc. Mais en attendant, on n'avait pas l'islamisme radical. C'est arrivé derrière, on est allé essayer de démembrer tout ça au nom du pétrole, au nom du pognon. Et au nom de nous, les États-Unis, on vient mettre la paix dans le pays. Finalement, c'était un bordel sans nom. Voilà. Bon, et aujourd'hui, on le voit en Afrique, aujourd'hui, dans d'autres sens, les Français se retirent, les Russes arrivent, la liberté disparaît, la démocratie n'a jamais vraiment existé en Afrique, mais là, on n'ose même plus l'évoquer. Voilà. La géométrie, la géopolitique est à géométrie variable, suivant qu'il s'agit du Proche-Orient, du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt un spécialiste de l'Afrique. Je vous dis que les sociétés dont vous parlez, les différences, c'est essentiellement une différence de brutalité aujourd'hui. De violence et de brutalité. Quasi génocidaire. Qu'est-ce qui est l'élément discriminant pour un État pour qu'il puisse se dire je vais employer une ESSD plutôt que mon armée nationale? Est-ce que c'est par exemple un manque de capital humain, c'est-à-dire on n'a pas le volume de personnes parce que notre pays est trop petit, par exemple, avec une population trop réduite, ou par exemple on n'a pas forcément confiance en son armée parce que son armée n'est pas forcément au niveau, par exemple, de la menace. Pourquoi un État utilise une ESSD plutôt que sa propre armée? Ça, les premiers éléments, par exemple, on l'avait vu justement en Irak avec les États-Unis, quand vous avez un Marines ou un GIs qui tombe, c'est pas du tout bon pour la politique. Ça passe le soir, un de nos boys vient de tomber, etc. C'est un vrai problème. Si vous avez un mec d'une société privée qui est mort en mission, qui faisait son job, c'est plus du tout la même chose. Au lieu que ce soit un mec d'une société de défense privée qui vienne à tomber sous le feu, qu'un militaire. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, si vous avez demain des gens des sociétés qui, dans la zone subsaharienne, viennent à décéder, des Français, parce que vous savez pertinemment qu'il y a des Français qui travaillent aussi pour des sociétés, qu'elles soient américaines, qu'elles soient anglaises ou d'autres. Moi, j'ai un certain nombre de mes amis qui ont travaillé pour des structures comme ça. Et en toute transparence et en toute légalité. Quand les mecs meurent, ils meurent. Les mecs sont tombés au combat, basta cosy.
c'est un militaire français qui meurt. C'est extrêmement dommageable. On les aime beaucoup. La plupart des gens, d'ailleurs, qui arrivent dans ces sociétés privées viennent du domaine militaire. Généralement, si vous avez un militaire qui tombe, c'est plus du tout la même chose en termes d'impact politique. Alors après, la deuxième des choses, il faut savoir que il se peut qu'aujourd'hui, certaines sociétés militaires privées puissent être mieux formées que puissent l'être certains régiments. Je ne parle pas des régiments forces spéciales comme le 1er PMA ou des genres de combat qui sont des gens extrêmement aguerris. Mais sachez qu'en règle générale, les gens qui se destinent à une deuxième carrière dans les sociétés dont on parle à l'instant sont des gens qui ont une expérience d'OPEX, d'opérations extérieures, généralement bien affirmée, qui sont en pleine forme de l'âge et qui se relancent dans une deuxième carrière et qui apportent à une entreprise privée véritablement toute leur expérience et qui ont derrière un éventail de possibilités d'intervention, bien évidemment toujours encadré, mais beaucoup plus important que dans le domaine public. Parlons d'un cadre peut-être français que vous connaissez peut-être mieux. Aujourd'hui, un soldat du 1er PMA, du 13e RDP, Tutti Quanti, GCP, GCM et autres, où est-ce qu'il s'engage s'il veut faire de l'ESSD? C'est pas à moi de lui dire où il a à s'engager. Il y a suffisamment de structures aujourd'hui sur le marché. En France, par exemple. On les a citées tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres, par exemple, d'autres sociétés qui apportent d'autres solutions? Amarante, Velour, Géos. Mais il va s'engager plutôt dans un groupe français, dans un groupe étranger. C'est quoi leur filiation quand ils sortent? Ils vont s'ils veulent continuer? Alors attention, suivant ce qu'ils ont fait en plus. Ça peut être compliqué de s'engager dans un groupe étranger. Hein. Comment ça se passe? J'en sais rien, mais je suppodore en tout cas qu'il y a des implications de secret, de confidentialité. Vous voyez ce que je veux dire? Dans certains cas. Donc on passe très vite de la coopération à la trahison d'État. Hein. Vous pensez? Je pense que ça peut arriver, oui. Il faut faire très attention à ça. Vous avez connu des cas? Pardon? Vous avez connu des cas? Ah oui, très précis, oui. Oui, bien évidemment. Et puis attention, parce que, vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Hein. Quand en 2018, j'ai dénoncé les Russes qui arrivaient en Centrafrique, qu'en 2019, je me suis pris un mandat d'arrêt à Madagascar et que j'ai été retenu 96 heures en garde à vue, les gens pour lesquels j'avais travaillé avant n'étaient pas nécessairement ceux qui m'ont aidé après. C'est-à-dire que quand les choses fonctionnent bien, c'est hippie pourra, y compris que les services français, hein, très clairement, parce que c'est d'eux dont je parle. Et quand les choses partent en couille, après que vous leur ayez offert une moisson d'informations précises, très factuelles, quand ça se passe mal et que d'un seul coup la Russie pointe du doigt la France ou autre chose, ah non, c'est une initiative privée, on ne sait pas, on ne comprend pas, etc. Donc oui, il faut faire très très attention. Quand vous avez été dans l'enseignement, vous avez été dans le militaire, dans les milieux de la sécurité, à un certain niveau, et une chose qu'il faut savoir, ne jamais faire confiance à un politique, déjà, et se méfier des services secrets. Voilà. Vous l'avez appris avec l'expérience, ça? J'imagine. Oui, j'ai appris avec l'expérience, ouais, tout à fait. Je préfère passer une nuit avec une péripatéticienne qu'avec un mec de la politique, parce que moi je m'amuserais plus. Si on peut revenir un peu sur la présence des troupes Wagner en Afrique et notamment en République centrafricaine, en quoi, selon vous, leur présence influe sur la sécurité en RCA et sur la stabilité du pays? En quoi c'est négatif ou positif? Ah oui, je vous dis ce qui va se passer en RCA prochainement. Dites-nous. Vous savez peut-être que j'ai été conseiller du président Bozizé en Centrafrique. Il va se passer la chose suivante. Les Russes ont pour objectif de reprendre le Tchad. Le Tchad et ses Agawas, ces célèbres guerriers, je pense que vous connaissez un peu le domaine militaire, le Tchad et ses Agawas résistent. C'était véritablement le bastion de la France, de Barkhane, où on pouvait lutter contre le terrorisme international sur la zone sahélienne, et on faisait corps avec les Tchadiens, avec Idriss Déby, feu Idriss Déby, que j'appréciais beaucoup du reste, et on avait véritablement un corps opérationnel mixte. L'objectif de la Russie, c'était bien évidemment de déglinguer Déby, c'est fait,
Je ne dirais pas que ce sont eux, mais j'irai surtout pas dire que c'est pas les Russes. Aujourd'hui, ils avaient décidé de miner tout autour, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, ça va venir, et de prendre toute la bande sahélienne et sortir un jour jusqu'à Nouadhibou, en Mauritanie, et avoir une débouchée sur la mer de ce côté-là. Ils ont déjà le Soudan de l'autre côté, ils veulent toute la bande Est. C'est ce qu'on a appelé le croissant islamiste inversé. Ils descendent comme ça, tranquillement, avec les islamistes radicaux, jusqu'à aller à Johannesburg un jour. Les Russes ont bien compris qu'il fallait céder aujourd'hui. Vous savez bien que les meilleurs ennemis peuvent être les meilleurs amis du moment, hein, quand il s'agit d'avoir en face des protagonistes communs. Et aujourd'hui, ce que vont faire les Russes, eh ben, ils vont prendre ces pays. Le Burkina est en feu, quasiment. Vous avez vu, le Mali, n'en parlons pas. C'est une zone complètement déstabilisée. Et le Tchad aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais dernièrement, il y avait quelques états d'émeute au Tchad. Et ça commence à nouveau bouillonner. Les Russes veulent l'Afrique sahélienne. Une fois qu'ils auront toute l'Afrique sahélienne, ils vont descendre sur l'Afrique centrale et précisément sur la zone Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, donc RDC, etc. Et puis Gabon, là on y trouve aussi le pétrole, et là ils vont pas venir gratter les Français. Donc ils coupent déjà notre base, qui était cette base militaire, on s'est retiré, hein, bien évidemment, de Barkhane, mais on va nous isoler complètement, la présence française va être isolée complètement, notre coopération va être complètement isolée, profit des Russes. On les retrouve aussi à Madagascar. Sachez par exemple, est-ce que vous connaissez le problème des îles éparses ? Non, dites-nous en plus. Bon, les îles éparses sont des îles qui sont au large de Madagascar, sur lesquelles on s'est toujours battu pour la paternité de l'île. Est-ce qu'elles sont françaises? Est-ce qu'elles sont malgaches? Et ce sont des îles, chapelets d'îles, qui aujourd'hui regorgent de gaz, de pétrole, etc. C'est vraiment la bonbonnière énergétique de la région. Les Russes viennent de conseiller à Madagascar de retourner la question de la problématique des îles éparses, de revenir sur ce point sur lequel on avait mis un chapeau depuis quelques années en se disant bon, on verra ça plus tard, parce que les Russes aujourd'hui veulent les îles éparses. Les Russes savent très bien que quand ils mettent la main sur un pays, ils mettent non seulement la main sur le pays, mais sur l'énergie du pays en question. C'est-à-dire qu'à Touadéra, Centrafrique, on lui donne 2 millions par mois. On lui dit maintenant mon garçon, tu vas rester 5, 10, 15 ans, tant que tu pourras rester en place, on va t'aider, on va te financer, on te met ta GSPR, garde sécurité présidentielle, on t'assure de tout. Le peuple, c'est pas bien grave, il y a 20% du peuple aujourd'hui qui est à peu près sécurisé, les autres qui crèvent de faim, on n'en a rien à foutre. En deux mots, c'est ce que disent les Russes, enfin Wagner. Très clairement, il n'y a aucune humanité chez Wagner. Nous avons signé avec la Fédération de Russie. Si Poutine, président, chef, commandeur en chef suprême des forces armées russes, nous envoie des Wagner, ce n'est pas notre problème. Pour nous, c'est des Russes. Ils parlent russe, ils viennent nous aider dans le cadre de cette coopération, qui s'appelle russe, qui s'appelle Beethoven ou Mozart. Ils sont là pour défendre la démocratie centrafricaine et on les accepte. Donc aujourd'hui, il va se passer quoi? Afrique subsaharienne, Afrique centrale, et puis ma foi, ils vont descendre jusqu'à Madagascar, ils ont déjà commencé. La présence des forces de Wagner, en quoi elle influe sur la stabilité du gouvernement, en RCA plus précisément, puisque vous connaissez plus particulièrement ce pays? Est-ce que ça rend le gouvernement plus stable, moins stable? Est-ce que la société civile est plus sécurisée, moins sécurisée? Et de quelle manière elle influe? Mais non, il y a 20% de la population sécurisée en Afrique centrale, en Centrafrique précisément. Tout ce qui est le nord, les anti-Balaka, je ne sais pas si vous dites quelque chose, les troupes de Bozizé, les troupes de Noureddin Hadan, etc. D'abord, c'est un ségrégationnisme sans nom, hein, et il n'y a que 20% du pays qui est sécurisé. Et aujourd'hui, là où ça stabilise les gens, imaginons, rappelez-moi votre prénom. Blandine. Blandine, imaginons que vous soyez ministre des Mines en Centrafrique aujourd'hui. Un Russe vient vous voir,
russe, un conseiller spécial présidentiel vient vous voir. Je les connais parce qu'il m'est arrivé d'écrire au président centrafricain, et finalement c'est le conseiller présidentiel russe qui me répondait. C'est dire s'il mélange des genres et si les Russes gouvernent déjà la Centrafrique. Alors vous êtes ministre, vous osez émettre une réserve sur un mode de fonctionnement volumétrique des zones octroyées sans avoir un passage de vote à l'Assemblée nationale pour du foncier. C'est-à-dire, en deux mots, vous dites aujourd'hui, quand on est russe, on pourra prendre 40 000 hectares en Centrafrique sans avoir à passer à l'Assemblée nationale, qui en règle générale dit 40 000 hectares de sol minier. Il faut quand même que l'Assemblée nationale le vote ou pas, quoi. On ne peut pas donner notre foncier. Vous émettez un doute. Vous allez avoir un flingue posé sur la tempe. C'est comme ça que ça se passe. Eh ben, votre doute, il ne va pas durer très longtemps, je vous le dis tout de suite. Et une question plus historique, maintenant. On parle beaucoup de Wagner, on a parlé de The Academy, et d'Executive Outcomes. Ma question, c'est, pendant la guerre froide, pendant l'Union soviétique, il n'y avait pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pour vous, il y a un élément déclencheur qui a lancé le SSD dans les relations internationales, ou du moins relancé, parce que comme on le sait, il y a de tout temps eu des militaires, enfin des soldats de fortune, si je puis dire. Alors, un tout petit préalable à ça, je crois que j'ai mon explication, parce que j'ai vu que vous saviez analyser les choses et remettre les choses au subjectif plutôt qu'à l'objectif, et c'est mon explication, donc je veux bien la partager avec vous. Vous savez c'est mieux de se battre pour des objectifs entre sociétés et militaires privés qu'entre armées de pays, parce qu'évidemment là vous avez un conflit ouvert, ça devient une guerre compliquée à gérer, et puis pourquoi pas une guerre mondiale aujourd'hui, mais si demain comment dirais-je, The Academy et puis Wagner et d'autres se mettent sur le coin de la figure en Afrique, ça ne déclenchera pas un conflit mondial pour autant. On va demander à chacun au niveau des UN de rappeler ses chiens, un peu en disant « Attendez, non, c'est privé, oui, mais peut-être, mais quand même, leurs sièges sont bien sur la Russie ou sur les États-Unis. Oui, bon, ok, on va discuter, ça va prendre du temps, peut-être même ça finira sous un arbre à palabres en Afrique entre deux généraux. » Mais aujourd'hui, ces sociétés militaires privées, elles ont permis, je crois, de se mesurer sans pour autant déclencher des guerres mondiales. Mais en Union soviétique, enfin à l'époque de l'Union soviétique, de la guerre froide, un camp pouvait soutenir l'autre de manière discrète. Par exemple, la guerre du Vietnam. Il est quand même largement avoué que le Vietnam a été quand même soutenu par l'URSS, et peut-être la Chine évidemment, mais contre les Américains. Mais ils avaient des proxys, ils se battaient avec des proxys. Pourquoi, d'un coup, on s'est dit, bon voilà, on va quasiment monter une entreprise. Pourquoi avant, on pouvait se battre d'autres manières. Ils le faisaient aussi parce que c'était quand même le risque de destruction mutuelle assurée. Vous avez noté qu'il y avait une certaine discrétion. Tout le monde savait, mais il y avait une certaine discrétion au bout du compte. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien de discret. Tout va très vite en termes de communication. Tout va très vite en termes de communication. J'en ai fait des frais en me retrouvant 6 pages sur Mediapart en 2018 pour des conneries invraisemblables sur le fait que, comme j'avais pris fait et cause pour les CDK, enfin en tout cas la façon dont ils étaient traités, tout en disant CDK c'est les rebelles centrafricains musulmans, enfin du Nord en tout cas. Et à l'époque, moi j'avais soulevé le fait que c'était difficile à comprendre qu'on puisse favoriser 20% de cette population et qu'on laisse les autres crever et qu'on leur dise ce ne sont que des rebelles, ce sont des sauvages, etc. Ok, chacun ses éléments de langage, mais vous ne pouvez pas discréditer 80% du pays. Donc, compte tenu des éléments de langage qui furent les miens, on m'a dit que je soutenais les musulmans à l'époque, et de ce fait, j'avais fait mitrailler l'église de Fatima à Bangui. Vous avez dû le lire peut-être, ça j'imagine. Et je me suis retrouvé à être celui qui avait fait mitrailler l'église Fatima à Bangui. Ok. Et après, j'ai tué les 3, selon bien évidemment Wagner et Evgeny Prigojine, j'ai tué les 3 journalistes russes
qui ont été tués. Rappelez-vous qu'ils venaient enquêter sur Wagner le 1er mai 2018, je crois, à Bangui. Eh bien, on les a mis sur le dos aussi. Il y a des choses comme ça, c'est assez extraordinaire. Qui l'a fait du coup? Pardon? Si ce n'est pas vous. C'est Wagner, mais tout le monde le sait. Moi, j'ai eu les parents de ces gens en ligne qui m'ont dit, Monsieur Rento, des journalistes, on sait très bien que vous n'y êtes pour rien, on a des éléments majeurs, notamment des bornages téléphoniques, des gens de Wagner et des journalistes, etc. Et on sait que vous n'étiez pas là, vous étiez en Mauritanie, je n'ai pas mis les pieds depuis 2003 en Centrafrique. Vous devez restituer ces informations. Comment ça? Pour pouvoir instruire le dossier si vous avez ces informations que vous avez transmises. Vous faites des études géopolitiques, c'est ça? D'accord. Ok. On vous apprend aussi, j'imagine, à la fois l'ironie et la naïveté, non? Évidemment qu'aujourd'hui, les dossiers, tout le monde n'en a rien à foutre. Je me suis rendu au service secret, à Levallois-Perret, ailleurs, j'ai fait mes dépositions, mais on ne tient absolument pas à ce que la Centrafrique, aujourd'hui, demande une coopération judiciaire. Ça, il ne faut surtout pas que le dossier se réouvre. Il n'y a aucun intérêt. C'est ça, si les services secrets. La diplomatie, c'est le mensonge, et les services secrets, c'est ne rien dire pour éviter de mentir. Je voulais revenir sur une partie justement de ce que vous expliquez, c'est que les Russes aujourd'hui sont en train de manger l'Afrique, comme vous l'expliquez. Est-ce que c'est dû au fait de politique justement de la France de pas être dans la néocolonisation et de se retirer de ces pays africains de par des choix politiques? Est-ce que c'est parce que la France n'a plus les moyens d'investir en Afrique? À quoi c'est dû et pourquoi est-ce qu'on laisse les Russes et les pays africains, pourquoi ils ne peuvent pas se défendre, etc. Alors, ça c'est véritablement le nœud gordien, c'est vraiment le problème. Aujourd'hui, et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la France, à partir du moment où vous évoquez France, 3 petits points, Afrique, c'est déjà le bordel. Si vous parlez de France-Afrique, c'est mort. France-Afrique, c'est France-Afrique, etc. Enfin, on est parti dans un engrenage comme ça, et puis ce qu'on a fait, et puis les gens qu'on a maltraités, que ceci et que cela. On ne parle que du mauvais rôle de la France dans la colonisation. C'est qui, en France ou en Afrique? Pardon? En France ou en Afrique? Bien souvent en France. Et quelquefois venant d'Afrique. On a un amalgame aujourd'hui, c'est pénible. Alors qu'on a un véritable rôle à jouer aujourd'hui. Le rôle que nous avons à jouer, c'est celui de ne pas laisser l'Afrique se faire martyriser plus qu'elle ne l'a déjà été. C'est celui de trouver un rôle de coopération économique, de développement, d'ingénierie, étudiants, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui est fabuleuse. Moi, je rencontre très souvent, il y a des gens qui sont aujourd'hui qui ont envie de faire plein de choses, qui ont envie de faire fonctionner leur pays, qui disent mais non, les Français, contrairement à ce qu'on l'entend aujourd'hui avec la propagande russe en Afrique, parce qu'il y a un très gros outil de propagande russe anti-français actuellement. L'histoire témoigne que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Nous, on n'est pas contre la France, mais c'est la mauvaise politique de la France qui nous fait du mal. Nous avons fait combien d'années avec la France? Regardez l'état du pays. Nous avons connu combien de coups d'État? Nous avons connu combien de mutineries? On a perdu combien de présidents de la République centrafricaine? Et aujourd'hui, avec la présence russe dans un laps de temps, nous avons un bon résultat. Et ça m'a poussé, ça m'a donné un engagement ferme à soutenir la Russie. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le bien-être, non? C'est la libre circulation. Aujourd'hui, ici, on a la sécurité. Les jeunes peuvent aller à l'école, nos enfants peuvent aller étudier. Et ça, nous le voyons pour le moment. C'est pourquoi ça m'a donné le courage et l'envie de tenir le drapeau russe pour dire merci à la Russie, merci au président Poutine. Moi, je rencontre très souvent des Africains qui disent mais fondamentalement, on n'a rien. On n'a rien contre la France. Il suffit de faire des calages. Aujourd'hui, ce qui va nous arriver, c'est pire que tout. Les Africains, demain, se réveilleront. Ils seront locataires de leur propre terre. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui nous attend. Et avec des tortionnaires de la pire espèce sur le terrain. Et moi qui suis, hormis le fait d'être géopolitique, surtout avant de l'être, je suis un amoureux de l'Afrique depuis 27 ans. Parce que j'y ai ma deuxième famille là-bas, parce que je vais discuter sous l'arbre à palabres, parce que je me prends un coup de 20 palmes le soir, parce que c'est ma seconde vie. Et quand je vois ce qui s'y passe, je me dis mais l'Afrique demain ne sera plus l'Afrique, ce sera
ce sera le paradis de gens qui est venu chercher leur sous-sol, qui est venu creuser, qui est venu leur prendre tout ce qui leur restait. Et eux, ils vont être là, gros gens comme devant. Mais justement, qu'est-ce qui fait que la France se désintéresse aujourd'hui de l'Afrique? Est-ce que justement c'est un sujet politique de fait d'être accusé de néocolonialisme, ou est-ce que c'est juste elle n'y voit plus d'intérêt géopolitique? Alors il y a ça, il y a le fait que peut-être que le gouvernement, ou le dernier gouvernement, par exemple si je prends le cas du président Sarkozy, qui était en faveur à l'époque du printemps arabe, finalement c'était une vaste fumisterie, une vaste connerie, de toute façon il n'a jamais rien compris à l'Afrique, pas qu'à ça. S'il y a du pognon à prendre, je pense que Sarkozy est pas mauvais, mais quand il n'y en a pas, c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, le président Macron, je pensais qu'il avait compris un peu la problématique de l'Afrique, que l'Afrique tendait la main, que l'Afrique avait besoin de nous, qu'il fallait pas attendre d'être complètement vilipendé, qu'il fallait pas attendre que les Russes prennent tout le sol et le sous-sol africain, parce qu'aujourd'hui, enfin, dans les 30 années qui viennent, l'Afrique va être le grenier de tout ce qui concerne l'énergie et toutes les matières précieuses du monde. Hein. Les Russes ont fait un pari, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'hydrocarbures, de gaz et tout ce qui s'ensuit. On s'économise un maximum, on va chercher un maximum en Afrique, et si demain ça pète chez nous, on a ce qu'il faut, et on fout le feu. C'est le pari russe, hein. Comme pour leur Internet protégé chez eux, en étant étanche à tout ce qui se fait sur l'extérieur. Ça fait 10 ans qu'ils se préparent à pouvoir lutter. Donc pour revenir sur la géopolitique, ce sujet qu'on maîtrise le mieux. Sujet que vous maîtrisez le mieux? Oui, plutôt que Ok. c'est plutôt la géopolitique sur laquelle on est surtout féru. Muscle russe, argent chinois. Donc. Muscle russe, argent chinois. Muscle russe, argent chinois. Bonne métaphore. Selon vous, c'est une réalité? Muscle russe, argent chinois. C'est une très belle métaphore. Elle n'est pas de moi. Mais ouais, je crois que c'est pas mal. Et discrétion chinoise aussi. J'ai dit récemment dans une conférence que je faisais en Vendée, les Chinois ne les voient pas venir. Ils sont discrets. Quelque part, la légende veut même que les passeports passent de génération en génération. Ils sont discrets. Je disais la chose suivante. Vous voyez un grand arbre, les Russes le mangent par les feuilles. Ils arrivent. Et les Chinois le mangent par la racine. Vous voyez rien. Lequel est le plus dangereux des deux? Celui qu'on voit pas. Pardon? Celui qu'on voit pas arriver. Voilà. Mais donc, effectivement, c'est véritablement intéressant et ça mérite réflexion. Et je crois même que la réflexion, elle est déjà avérée, quoi. Avant qu'on termine, juste, parce qu'on n'est pas vraiment revenu, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment ça s'est passé quand vous avez été conseiller du président Centrafrique et qu'après il y a eu un coup de théâtre où il vous a accusé à la télévision. Juste, je voulais qu'on revienne dessus, que vous expliquiez, parce que c'est quand même un phénomène marquant dans votre parcours. Enfin, que moi je trouvais marquant. Alors, en réalité, le 15 mars 2003, le président François Bozizé arrive au pouvoir. Je fais partie des gens qui l'aident à arriver au pouvoir. À l'époque, un président en place s'appelait Félix Ange Patassé. La France était persona non grata en Centrafrique. Et il était intéressant certainement qu'on puisse être aux côtés de quelqu'un qui accepte le retour de la France pour développer un certain nombre de projets en commun au cœur de la Centrafrique. C'est ce qui s'est fait. Et puis, le temps a passé. Le président Bozizé, dont j'étais conseiller, était démis de ses fonctions par un coup d'État venu des forces du Nord en 2013, le fameux Séléka, où il y a eu un certain nombre d'exactions et tout, qu'on ne pouvait que repousser, en tout cas, c'était invraisemblable. Et puis, il y a eu une période de transition, et puis il y a eu le président Touadéra qui a été élu démocratiquement. Et très rapidement, le président Touadéra s'est montré pire que tout avec sa population, un vrai tyran. Le niveau de vie baissait considérablement. C'est déjà, je crois, l'avant-dernier pays du monde au niveau de l'IDH. Et ça a commencé à bouger. Et là, à ce moment-là,
les Russes qui travaillaient déjà à leur arrivée en Centrafrique, eh bien, ont mis la gomme et c'était la tête de pont de l'arrivée en Centrafrique. Et comme j'ai dénoncé ce genre de choses, j'ai dénoncé devant les caméras, devant les micros, le néocolonialisme, et j'expliquais en 2003, l'année dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu une fille. J'ai une fille que j'adore et j'ai appelé Cassandre. J'ai appelé Cassandre parce que quand j'étais conseiller géopolitique, notamment du président français à l'époque, je signais toujours en disant le rôle de Cassandre est parfois compliqué, mais il permet de prendre date. Et donc cette référence à la mythologie m'a toujours suivi. Et en 2018, j'ai expliqué ce qui allait se passer, j'ai joué les Cassandres, et il m'en a cuit, hein, parce que derrière, j'ai été effectivement... on m'avait menacé d'un mandat d'arrêt international auquel je ne croyais que peu, puisqu'il n'y avait pas les éléments juridiques permettant ce genre de choses. Et quand je suis arrivé... alors d'abord, le président avait annoncé à la télévision, c'est ce à quoi vous faites référence, qu'aujourd'hui quelqu'un jouait le trouble fait en Centrafrique et attisait bien évidemment le... En citant explicitement votre nom d'ailleurs. Et il avait cité mon nom, mon prénom. Vous ne pouvez pas nous dire qui est Alpha. Vous ne pouvez pas nous dire qui est Alpha. Oui, on nous a fait remonter que, selon un certain nombre d'informations, il s'appelait de son vrai nom Christophe Renaudot. Et éventuellement un certain Bernard Cousin. Et ça, c'est connu. Hein, c'est eux qui, aujourd'hui, sont derrière cette manipulation et qui touchent aujourd'hui pratiquement une bonne partie de certains hommes politiques, de certains, une partie de la société civile et les groupes armés. Et je suis devant ma télé et j'entends le président me citer comme... bon, et il avait dit d'ailleurs qu'un mandat d'arrêt allait tomber. Personne n'y croyait, ni mes avocats, ni quoi que ce soit. Et un an après, j'arrive à Madagascar et on me sert. Mais ce mandat est caduc parce que, de facto, de droit il n'a jamais été... il n'a jamais été instruit en droit. Et puis Interpol ne l'a donc jamais relayé. Mais il n'empêche qu'en vertu de la loi de 1961 sur les accords de coopération judiciaire entre pays africains, Madagascar avait fait état de mon passage et je suis resté là-bas 96, voire plus si affinité, je ne me souviens plus. Et j'ai été secouru au dernier moment. Pendant une semaine, je suis resté là. Je suis passé devant un procureur qui m'a dit « Mais nous, on n'a rien contre ce monsieur-là. On va le faire partir, un procureur général Madagascar. » Et juste au moment où je suis reparti, juste au moment où je suis sorti de son bureau, on m'a remis en garde à vue pour me protéger. On m'a annoncé qu'un avion avec des Russes et des Centrafricains venait me chercher. Et là, à ce moment-là, la France est, au bout d'une semaine, intervenue. L'ambassade, toujours compliquée, rupture téléphonique, machin, c'est toujours des problèmes. Les ambassades sont vraiment mal loties quand même. Hein. Et résultat des opérations, l'avion s'est posé, des Centrafricains. Et là, le colonel Touvenot est rentré dans le bureau en disant « Force française, on vous emmène ». Ça s'est joué à 30 minutes. C'est quoi, vous étiez exécuté sinon ? Qu'est-ce que quelqu'un comme moi, quel aurait été son sort si je m'étais rendu en Centrafrique? J'avais 11 chefs d'inculpation contre moi. Alors tous démontables. Hein. Enfin, je veux dire, les avocats en rigolaient d'ailleurs. Mais bon, quand vous êtes là-bas, quoi. Donc évidemment, je pense que j'aurais eu une maladie courte durée. J'aurais eu un petit souci, un palu qui se termine très mal, très vite. Ils sont très forts hein, sur les poisons centrafricains et russes. Donc oui, mes avocats, les journalistes, un certain nombre d'amis diplomates le savaient. Je repartais, je mourrais là-bas. Et surtout, il fallait que je ferme ma gueule, quoi. Voilà. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment avec des gens documentés. Merci. Et puis merci bien évidemment à nos hôtes parce que Merci au crayon. Voilà, vous étiez à la hauteur de ce dont j'avais entendu parler. Bravo.